Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Allez, vous êtes habitués maintenant, toutes les semaines, il y a un nouvel entrepreneur ou une nouvelle entrepreneur qui vient nous rejoindre. Et aujourd'hui, cette semaine, j'ai un jeune entrepreneur qui est une personne qui mérite le détour. Vous allez voir, j'accueille Thibaut Ponce de Vincent. Salut Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Je suis ravi de t'accueillir ici. On va évoquer des sujets qui sont moi, mon dada et qui m'intéressent beaucoup. C'est lié à l'univers de la vente, du sales en B2B, comme on appelle ça. Et puis, je vais te présenter rapidement. Puis surtout, tu vas toi-même nous raconter ton parcours. Je dirais, assez classiquement, peut-être on peut dire ça, Thibaut. Tu as fait, donc des études, un bac plus 5 avec, une école de commerce. Par contre, après, quelque chose d'intéressant. Tu as été parti en VIE. Donc, VIE, pour ceux qui connaissent, c'est volontariat international entreprise, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc tu pars, là c'est l'avantage de partir à l'étranger, travailler dans une entreprise, donc c'est super, je dirais intéressant pour sa première expérience professionnelle. Donc ça c'est cool. Et toi tu vas décider de faire ça en Argentine. Donc tu vas partir en Argentine pendant 2 ans. Donc tu vas nous raconter ça et puis tu vas finir par rentrer en France et puis avoir un petit passage en tant que salarié dans diverses structures. Mais le plus intéressant c'est quand tu deviens tout à fait entrepreneur toi aussi avec un concept et une entreprise qui s'appelle Oliver List. Tu vas nous raconter ce que c'est. A priori on est dans cet univers très intéressant de la vente. Est-ce que Thibaut tu veux toi nous compléter, nous raconter un petit peu ce portrait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, tu l'as bien décrit, hein, tu l'as bien synthétisé. C'est vrai que pour moi, je suis parti juste après mes études à l'étranger, parce que à la base, j'ai pas forcément grandi en France, donc je me sentais pas. J'ai étudié un peu à Paris et aussi aux États-Unis et en Asie. D'accord. C'était les parents qui bougeaient, qui étaient. Voilà. Après, moi, j'ai grandi aux Antilles et au Maroc. Donc Paris, la France c'était une petite parenthèse. J'avais pas forcément le ressenti pour rester, donc j'ai eu cette opportunité de VIE. Quand on est français, on pouvait partir à l'étranger dans des boîtes françaises. Et donc c'est ce VIE qui m'a permis de comprendre rapidement que je n'allais pas continuer dans la voie du salariat, qui m'a permis de faire un test dans le milieu de l'entreprise. D'accord. Et donc rapidement, dans les grosses entreprises, surtout quand on est jeune, on sent qu'on n'a pas forcément la capacité, la possibilité de faire ce qu'on veut, de produire ce qu'on veut, d'avoir une vision. On est plus on fait plus partie d'un projet dans sa globalité. Et donc ça m'a permis de comprendre que c'était pas pour moi. Donc, Thibaut, tes parents, toi-même, ils étaient dans des postes à responsabilité, mais pas entrepreneurs. Ils étaient salariés. Non, alors oui, c'est plutôt entrepreneur. Hein, non, justement, c'est mon père a été salarié à un moment donné, mais il a eu quelques boîtes au Maroc, et ma mère a été créatrice de mode. Donc toi, tu voyais quand même déjà cette indépendance dans ton foyer. Bah oui, de toute façon, après, je pense que c'est aussi, ça vient aussi de l'éducation, comme on a grandi, la liberté qu'avaient mes parents en tant qu'entrepreneurs, quoi. Après, je sais pas si c'est parce qu'au final, je suis quand même entrepreneur totalement. Dites-moi, typiquement, tes parents, ils parlaient un peu de ça ou... Oui, mais le truc, c'est que mon père, il est dans le domaine
du bâtiment de l'ingénierie BTP. Donc ma mère dans l'univers de la mode, donc c'est totalement différent Oui. en fait, ce qu'on dit tout à l'heure au début, c'est que l'entrepreneur, il n'y a pas un seul type, quoi. Oui, Quand c'est on vrai. est dans la technologie comme nous, avec sur un marché très très large et donc avec un business très très scalable, c'est totalement différent de quand Différent, ouais, t'as une c'est vrai. boîte je sais pas, dans le bureau d'études pour le Oui, calcul c'est clair. des tu vois, et qui sont dans la mode, dans la création, c'est totalement différent, quoi. Donc je sais pas si je pense que j'ai hérité d'une fibre, mais aujourd'hui euh, c'est pas comment dire, hyper fluide sur le sujet de c'est pas comme si je reproduisais ce qu'avait fait mon père ou ce qu'avait fait ma mère, Mmh quoi. mh. Mmh. Mais bon, je pense qu'il y a effectivement une fibre de laquelle on hérite de manière générale dans ma famille. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça c'est sûr. Ouais, Voilà. d'accord. Non, mais Donc en plus, tu vois, Thibaut, ce que mm, tu nous racontes quand même, c'est que tu as une certaine, tu vois, une certaine habitude, on pourra dire ce qu'on veut, mais le fait de bouger, tu vois, de bouger régulièrement, d'avoir une ouverture vers l'international finalement, ah oui rencontrer oui des oui. gens différents, tout ça, c'est quand même énormément d'ouverture dans ton cas. Ça c'est moi je remercierai jamais assez mes parents pour m'avoir donné cette jeunesse là, cette enfance et C'est une cette vraie richesse, adolescence quoi, c'est là. vrai. C'est une richesse les plus importantes. En fait, ça permet Mmh. de comprendre que tout est possible, qu'on peut vivre partout, qu'on peut faire ce qu'on veut. En fait, mon père, il était salarié, il avait un poste très important dans une grosse boîte de BTP à Paris. Et il est parti du jour au lendemain. Il a créé des boîtes au Maroc Ouais. avec tous les Waouh! risques que ça, Ouais, avec c'est ça, bah, deux oui. enfants à charge Ouais. de 14 et 3 ans, quoi. Waouh, waouh. Ouais, Avec tout ce que ça incorpore comme risque, etc. Dans bien un sûr. pays, voilà, qui n'a rien à voir, même si on parle français. Au Maroc, c'est d'autres cultures, etc. Le risque est énorme. Ouais, c'est Mais clair. bon, bref, si on veut, on peut, quoi. C'est un peu bête, ce que cette phrase, mais c'est important. Après, je pense que tout le monde le sait, mais en fait, quand tu l'as pas vécu, c'est Ouais, beaucoup moins palpable, quoi. C'est c'est ça, ça, ouais. en fait, les gens ont extrêmement ont beaucoup de difficultés à sortir de leur facilité, quoi, de tous les C'est jours. Ils sont le là, ils schéma font. d'éducation, tu vois, Thibaut? C'est-à-dire que c'est aussi le schéma d'éducation qu'on reçoit, tu vois? C'est-à-dire Mmh, que moi, je prends mon propre exemple, mes parents, étaient des personnes immigrées qui ont débarqué dans un pays, la France, et donc qui étaient avec, à vouloir pour moi et mon frère, tu vois, une éducation hyper rigoureuse, des longues études parce que, eux, pour s'en sortir, c'était, voilà, il fallait que, tu vois, il fallait que tu fasses mmh. des études, que tu aies un bon travail, que tu aies un CDI, et cetera. Donc notre schéma d'éducation, mine de rien, il joue beaucoup quand Ah même bah oui, bien sûr, dans cette, voilà, dans ce devenir. bien Toi, sûr. ce qui est génial, c'est que tu as senti un peu l'appel de la forêt, hein. On sent cette Non, espèce moi, de j'étais éduqué dans la liberté. liberté, dans Ouais, le c'est fait ça. qu'on pouvait partir, Ouais. qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà, donc Ouais, en fait, j'avais pas de limite. ouais. Quand je suis arrivé à 18, 20 ans, en fait, pour moi, tout était possible. Je pouvais devenir qui je voulais, parce que j'ai grandi dans cette atmosphère-là et on m'a mis aucune Aucune limite par rapport à barrière, quoi que ce soit. Bon, je devais ouais, bien travailler à l'école, etc. Je pouvais devenir qui je voulais, et aussi le fait d'avoir beaucoup bougé, enfin d'avoir grandi dans ces conditions-là, mmh, ça m'a permis j'ai intégré en fait naturellement le fait que je pouvais faire ce que je voulais, quoi. ouais, ouais. C'est ce que tu Tout as fait d'ailleurs, est hein. Oui, C'est oui, très c'est beau. ce que j'ai fait et j'en suis trop content par rapport à ça. Ouais. Je suis très heureux moi par rapport à ma vie et ouais, et le fait que je puisse faire ce que je veux et que je puisse aller vivre où je veux, et donc ça c'est super important pour moi, c'est Mmh, sûr. mmh, mmh. Yes. Donc voilà, Thibaut, donc c'est toi oui, le plus âgé de la fratrie? Tu as un frère ou une ouais, sœur? C'est toi ouais, le j'ai un plus petit âgé? frère qui a 24 ans. Donc D'accord, on a une grosse différence, on a presque 12 ans de différence. d'accord. Donc Yes. ouais, c'est un petit frère qui vit à Dubaï, D'accord, il est à Dubaï. qui lui aussi d'ailleurs Ouais, ça y est, il est dans entreprend, le mode, qui lui a commencé même avant moi, quoi. Donc mais ouais, je sais ah, pas, c'est quelque chose dans la famille, je sais pas, on a grandi comme ça.
chouette. Et puis c'est un peu après, comme je te disais tout à l'heure, le truc c'est que après le choix de devenir entrepreneur, enfin après c'est déjà ça dépend. Il y a plein de types d'entrepreneurs. Ça dépend de ce qu'on choisit comme voie, comme verticale et comme type de marché aussi. Bon, pour moi, il y a deux choses. C'est numéro un, ce qu'on a comme ambition dans la vie. Donc c'est ça qui conditionne dans quel type de projet tu vas te mettre. Et donc là, par rapport à cette ambition-là, tu vas avoir un éventail énorme d'entrepreneurs, hein, parce que et voilà, c'est pas la même chose de monter un projet qui fait 100 millions ou 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et une boîte qui est hyper honorable, hein, qui fait avec une boîte qui fait 500 ou 600 000 euros de chiffre d'affaires par an, quoi. C'est et qui est pas très scalable, mais voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et donc, mais pour moi, l'ambition qu'on a conditionne le type de projet, enfin la grandeur du projet qu'on va entreprendre. Et puis après, ce qu'il faut, c'est c'est impératif, c'est le caractère, la personnalité qu'on a, quoi. Il faut avoir, moi, ce que j'ai un peu, je pense acquis grâce à mes parents, c'est j'ai aucune, on va dire aucune inhérence j'ai aucune peur, quoi. Je sais que tout est possible en fait. Donc je peux prendre n'importe quel risque. Et j'allais dire, Après, peut-être même autre chose, Thibaut, tu as aussi cette espèce d'ouverture et de curiosité, d'exploration. Parce que comme tu étais comme ça sur plein de pays, etc., tu as cette espèce de fibre un petit peu naturelle à vouloir regarder, explorer, tester des choses, tu vois, pas avoir peur nécessairement, quoi. Non, mais bien sûr, mais après, c'est ce que tu parles du fait que déjà à la base, t'as pas de frontières, t'as pas de limite. Quand t'as grandi dans plusieurs continents différents depuis que t'es tout petit, déjà à la base, t'as pas ton marché là où tu vis, c'est pas Paris, la région ouest parisienne, c'est là où t'as tes amis, ta famille, tes cousins, tu vois, c'est là où t'as jamais bougé d'ici, donc c'est ton monde, il est là. Lorsque t'as vécu partout, ton monde il est partout, quoi. Après, ça a des conséquences, pas forcément, c'est pas toujours hyper positif, hein. Après, ça fait que t'as pas de chez toi non plus. Ta famille, elle est un peu éparpillée dans le monde entier. Donc tu te sens pas vraiment chez toi quelque part. Donc c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça fait pas des gens forcément beaucoup plus heureux. Attention. Il y a un certain éclatement de la. Oui. Donc ça a des points, ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients. Ça fait que voilà, t'es pas de quelque part et tu sais, t'as des gens qui sont dans un petit patelin au fin fond de la France et ils sont très bien où ils sont très heureux comme ils sont. Tout à fait, affirmatif. Ouais, c'est juste le parcours de chacun en fait. Oui, voilà, mais c'est juste que après et puis par rapport à ce que je fais, c'est juste qu'un mec qui vient d'un petit patelin, qui a toujours, enfin c'est plus difficile pour lui de faire un type de business comme on fait nous, qui est international, très scalable, où tu vas devoir voyager, tu vas parler plusieurs langues, tu vas voyager dans plusieurs pays, tu vois. Donc oui, pour moi, c'est plus facile. Tu peux avoir plus de carcans selon d'où tu as été. Oui, mais oui. C'est comment tu as grandi. C'est comment tu as été formé, quoi. En fait. Yes. Ouais, tout à fait. C'est ça. Bon, en tout cas, toi, tu vas partir vers les grands espaces parce que tu pars. Tu vas voir Florent Pagny là. C'est Florent Pagny qui est en Argentine, non? C'est pas ça? Non, ouais, j'ai commencé là-bas, entreprendre là-bas. Bon, comme je te disais, j'ai fait pas mal de business différents. J'ai essayé plein de choses différentes pour essayer de commencer à gagner un peu d'argent pour pouvoir subsister en tant qu'entrepreneur. Donc je me suis vite cassé la gueule. Et donc au bout de 2 ans, donc je fais 2 ans de VIE, j'ai fait 2 ans d'entrepreneur là-bas. 2 ans, je suis rentré la queue entre les jambes en France chez papa et maman parce que j'avais plus d'argent. Et puis j'ai trouvé un job ici à Paris pour pouvoir faire tampon et retrouver d'autres projets. Et j'ai réussi à trouver d'autres opportunités. Et c'est grâce aux opportunités là que j'ai pu financer mes propres projets. Pour moi, s'il y a une chose importante que je dois dire par rapport à ma méthodologie, c'est en tout cas, si vous voulez être entrepreneur from scratch et vous financer par vous-même et être totalement libre,
Ce qui n'est pas forcément la solution la plus smart et la plus efficace. Attention. Ou celle qui convient aux gens, quoi. Ouais. En fait, ça dépend de la personnalité de chacun. En tout cas, pour moi, c'est pas envisageable de faire des levées de fonds et tout. Ça m'intéressait pas. Pour moi, c'est être aussi employé, quoi. C'est juste que t'as plus de potentiel au niveau financier derrière, etc. Mais au final, tu dois rendre des comptes, quoi. Donc ça revient au même. Est-ce que c'est pas un poison, tu vois ce que je veux dire? Le financement, c'est super, mais ça peut se transformer en une certaine forme de menottes. Voilà. Oui, tu dois rendre des comptes. Donc tu dois rendre des comptes. Hein. Bah oui. Donc ça revient au même. Il y a des objectifs à tenir, il y a une projection, un business plan, un business model et qu'il faut tenir dans le temps, hein, clairement. C'est ça. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, pour moi la méthodologie, c'est trouver, en fait, il y a deux phases. Il faut trouver la première phase, c'est trouver un business model et un business qui génère du cash récurrent mais qui n'implique pas trop ta personne. Donc on en parlait tout à l'heure, l'agence par exemple, où tu vends, où tu produis des SaaS ou des websites, etc. et qui génèrent derrière de la maintenance récurrente. Donc à partir du moment où il y a de la maintenance, il y a du récurrent, c'est des trucs qui tournent tout seul et t'as un peu de support, mais ça permet de générer du cash et de commencer à se payer, donc de quitter son job. Donc petit à petit, on génère suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir quitter son job et puis pouvoir le surplus l'investir sur le projet qui va demander pas mal d'investissement et de temps. Et donc pouvoir mettre ce temps libre que tu auras et cet argent dans le développement de ce projet-là, quoi. Donc moi c'est pour moi elle est très simple la recette, elle est là. En tout cas, si on veut être indépendant, totalement indépendant, quoi. Tu peux, Thibaut, justement, tu nous raconter, peut-être, tu sais, un peu comme quand on est dans les coulisses, derrière le backstage. Est-ce que tu te rappelles un petit peu comment ça s'est goupillé? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, tu as eu l'idée et la volonté de monter Oliver List là? Est-ce que c'est une rencontre avec des gens, avec des associés? Comment tu vas faire ça? Raconte-nous un peu ce passage-là. Ouais, alors c'est un moment déjà. C'était il y a vraiment il y a pas mal de temps. En fait, c'est assez simple. C'est que à un moment donné, donc quand j'ai pu, donc ça j'ai à un moment donné, je suis revenu dans le salariat et donc j'ai une opportunité de reprendre en fait un pack de sites internet qui allait générer du revenu. Donc j'ai fait un métier d'agence. Et puis à un moment donné, je devais développer ce business-là. Donc comme j'avais pas de fonds derrière ou d'investissement, du love money, rien du tout, je devais trouver un moyen le plus efficace possible de trouver des clients avec personne, avec peu de pas de commercial, juste moi et mon associé qui est des développeurs. Et donc en fait, on a commencé à regarder les sujets de données, quoi. En fait, donc on a commencé à faire du sales automation. Donc sales automation, c'est donc en fait, à l'époque, on vendait des sites internet. Donc on a créé une technologie qui allait pouvoir, à partir d'un lien envoyé dans un email, mettre des paramètres dans ce lien qui allait injecter des données dans les navigateurs des personnes qui ouvraient ce lien pour que le site internet qui s'ouvre soit différent à chaque fois. Donc avec un logo, voilà, c'est ça. Donc avec des couleurs différentes, des logos différents, derrière des URL de vidéos différentes, etc. Pour que le site soit, en fait, on a chopé pas mal d'emails en faisant du scrapping sur internet, etc. Et on a créé cette technologie et on envoyait ça à toutes les agences immobilières, des business, et voilà, en leur disant qu'on avait travaillé sur un nouveau site pour eux. En fait, qu'on avait créé un site pour eux, on avait fait une démo, on faisait une démo dans ce lien-là, et ils nous rappelaient, ils nous répondaient, pourquoi pas, etc. pour faire une refonte de leur site. Et donc on a fait ça juste on a commencé comme ça en fait, en utilisant notre propre outils de sales automation, quoi. En faisant de l'hyper personnalisation, etc. Et puis à un moment donné, on a vite compris que l'agence c'était très peu scalable. Ça, en fait, c'est bien, c'est bien de vendre des sites web, mais après il faut les produire.
Et quand tu produis des sites web, toi tu dois bien connaître ce que c'est des sites web ou de l'applicatif ou c'est encore plus complexe. Mais bon, c'est pas les mêmes budgets. Mais quand tu vends des sites web à des petites boîtes, donc déjà tu les vends pas cher, tu les vends 1000 balles, 1500 balles. C'est ça. Donc c'est pas des applications à 30 000. Donc c'est ces trucs, bon, il faut qu'on arrive à les produire rapidement, sinon c'est pas rentable. Mais au final, tu peux vendre un site web à 1500 euros, où en fait le mec derrière, il veut un site pour lui, quoi. Donc il veut un site, et donc dès que tu as de la personnalisation, en fait, ça peut aller vite parfois, mais tu peux te tomber sur des mecs qui vont te casser les pieds 10 ans parce qu'ils veulent une marge ici, ils veulent du padding ici, ils veulent ici que ce soit bleu, et le bleu il est trop bleu. Et donc en fait, on s'est dit, il y a un dérapage qui arrive très très vite, hein, Thibaut, dans ces métiers-là, comme tu dis, on est tous les deux, on a baigné là-dedans, et moi je continue à baigner là-dedans. C'est que tu te retrouves avec souvent, la petite anecdote que je raconte, c'est que en fait les clients là, ils veulent une Audi au prix d'une Dacia, quoi. ouais. C'est ça le problème, c'est que tu as des exigences et tu as des niveaux d'exigence qui sont pas en corrélation avec la capacité budgétaire, en fait. Et donc ça devient très vite un casse-tête chinois très compliqué pour une boîte de prod, parce que tu as des exigences, un niveau de demande qui est très élevé, avec beaucoup de temps passé, parce que ça prend, dès que tu commences à personnaliser, à faire des sur-mesure, bah, c'est coûteux en temps homme, et là, il y a plus les budgets qui suivent. Et donc puis tu peux essayer de cadrer, parce que tu vas essayer, quand tu fais ça, tu vas essayer de cadrer le maximum possible, faire du template, etc. Faire des offres beaucoup plus synthétisées que d'autres, etc. Mais même, ils vont quand même, essayer. Puis si tu leur fais pas leur marge, ils vont pas payer. Enfin bref, c'est ce moment-là, on avait la capacité commerciale, on a vu qu'on avait des bonnes capacités de scalabilité au niveau commercial, mais en termes produit, ce produit-là faisait que ça allait bloquer, quoi. Donc on s'est dit, on va switcher, on va pivoter, et maintenant on va financer un autre projet beaucoup plus d'une envergure beaucoup plus grande, et donc on va utiliser nos capacités au niveau tout ce qu'on avait développé déjà, nos propres systèmes. Voilà. En fait, on avait Oliver List à la base, c'était juste pour nous, quoi. Et puis après, on s'est dit, on va le proposer, on va le rendre accessible à d'autres business, quoi. En fait, ce qu'on avait développé, on allait le rendre accessible à d'autres business. Et donc, on a commencé sur ce gros projet. Et là, c'était c'était un autre niveau de développement. Ça a mis du temps. On a pivoté on a pivoté 10 fois de business de business model. On a pivoté 50 fois de business model. On a fait du SaaS classique à la Lemlist ou autre. Donc où tu configures toi-même tes campagnes de prospection, etc. D'accord. En passant par des modèles où on faisait payer où on prospectait. On a commencé en fait au début, on prospectait pour nos clients comme on fait aujourd'hui, sauf que on utilisait d'autres méthodologies. On faisait pas du aujourd'hui on utilise plein d'adresses email qu'on achète et qu'on ne refacture pas aux clients, parce qu'aujourd'hui on a un business model où on facture au rendez-vous. Mais au début on a commencé où on facturait en fait ce qu'on appelait à l'époque des non même pas. En fait on a commencé par facturer des engagements. L'engagement c'est on détectait en fait un engagement de la part du prospect. Mais bon, c'était rapidement très compliqué parce que t'avais des prospects qui disaient oui ça m'intéresse beaucoup mais j'aime pas du tout votre marque. Donc en fait on arrive à détecter dans la sémantique que c'était un engagement, que le mec était intéressé, mais comme on facturait ça 90 €, le client était pas très content parce que je comprends. Il disait oui je suis intéressé mais c'est pas du tout le moment où j'ai fermé ma boîte. Et puis à l'époque il y avait pas les l'IA, les OpenAI, etc. Donc on n'avait pas ces capacités-là de deviner vraiment ce que répond le prospect, ce qu'on a aujourd'hui. Et donc bref, c'est comme ça qu'on arrive à faire Oliver List. Après, je vais pas détailler tous les business models sur lesquels on est passé. L'important, c'est que aujourd'hui, on a un product market fit. Aujourd'hui, on a plus de demandes
les possibilités voilà, on a pas, voilà. Donc c'est génial, mais il faut savoir que c'est 5 ans de développement, de switch, de test, fail, repeat, test, fail, repeat, test, fail, repeat. C'est très long, quand même, parce que en fait, nous, à la base, on fait quelque chose qui n'existe pas. Et donc ça, c'est le plus complexe. Pour moi, parce que en fait tu réponds à une problématique. Elle existe la problématique. La problématique, c'est quoi? C'est que parce que nous on le sait parce qu'on l'a même testé, on a même vendu du SaaS en fait. Donc on avait des clients en SaaS. Donc et en fait il y avait un churn énorme, comme les mêmes churn qu'ils ont chez Lemlist et puis chez Zoom Info, chez ce que tu veux quoi. Hein. Ils ont les mêmes pains. Le même pain, c'est que les gens qui utilisent ces outils-là, ils n'ont pas de méthodologie. Ils sont pas formés pour. Ils font le cold emailing, c'est très technique. Par dire ça marche pas, j'arrête avec la solution. C'est ça marche pas et ils sont confrontés, ils sont en face to face avec le prospect qui les insulte, qui leur dit qu'il va les attaquer en justice, que c'est pas RGPD ou je sais pas quoi. Et donc en fait ils ont pas les capacités techniques, ils ont pas les compétences pour le faire bien. Parce que souvent ceux qui font du cold emailing, c'est souvent des jeunes, des stagiaires dans la plupart des boîtes. Ils ont pas été formés et ils sont, c'est ça, ils sont pas formés et donc en fait c'est un pain. C'est pour ça que le churn rate de ces outils-là, ces SaaS-là, il est extrêmement élevé. Il est pratiquement 100%. En fait, donc chaque année, ils renouvellent leur. Après, il y a certains business qui ont surfé sur du buzz. Qui ont eu des fondateurs hyper bons en com, qui ont surfé sur du buzz, mais au fond le produit c'est un pain. Les gens n'y arrivent pas quoi. C'est pour ça que tu vas voir si tu regardes un peu sur LinkedIn, les gens qui parlent de cold emailing, ils vont parler de méthodologie tout le temps. Comment faire pour atteindre tant de pourcents de l'objet d'email, etc. Mais c'est du technique. Mais le problème c'est que c'est un métier faire ça. En fait. C'est comme si, en fait, je sais pas, c'est comme si tu faisais des posts en disant comment on fait pour configurer un réseau LAN, tu vois. Je sais pas, c'est un métier, quoi. C'est complexe. Il faut avoir des compétences techniques. Il faut apprendre ce métier-là. Et donc, en fait, le pain, il était que les gens qui utilisaient ces outils-là, ils pensaient qu'ils avaient l'Eldorado. Ils se disaient, je vais faire une campagne de cold emailing et puis je vais devenir riche, je vais avoir plein de clients. Je vais signer plein de prospects et enfin je vais avoir plein de prospects que je vais signer en plein de clients. Oui. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Au bout de 3 semaines, ton domaine il est grillé, t'as plus aucune déverabilité, donc tu sais plus quoi faire, donc t'arrêtes ton outil, tu payes 40 € par mois, tu l'arrêtes parce que tu penses que ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu fais après? Tu cherches d'autres solutions, d'autres canaux, etc. Et nous, on arrive en fait avec une offre où le client il paye des rendez-vous unitaires. À un prix qui est beaucoup plus bas que le marché, et il paye que si ça marche. En fait, que si on génère des résultats, que si on book des rendez-vous dans le calendrier de ses sales, voilà, dans le calendrier de ses sales, et si le prospect il correspond à la cible qu'il a établie en amont, de manière extrêmement précise, c'est-à-dire avec un job title dans son post sur LinkedIn, une boîte qui fait plus de 500 employés, dans l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Les donc en fait, de définition de la cible qui ont été préparés en amont, quoi. Ouais, d'accord. C'est ça. Et en fait, ce qui est fou et ce qui est véridique, hein, c'est que nous, on n'est pas arrivé, on n'a pas sorti, enfin, faut pas croire qu'on a sorti ça de notre chapeau. En fait, nous, c'est des années, c'est pas, même pas une année, c'est plusieurs années, 3, 4, 5 années, en fait, d'expérience, de prendre le risque de générer du chiffre d'affaires avec d'autres business pour pouvoir financer ce projet-là, pour pouvoir financer des développements qui aujourd'hui, des développements qui ont servi, enfin, pas qu'ils ont servi à rien, mais ils ont servi en fait à nous tromper et à comprendre et à intégrer, à vivre le pain, le vrai pain des clients. Et ce n'est pas, les clients, ils n'ont pas besoin d'un outil SaaS de prospection commerciale. Ils ont besoin de rendez-vous. Ils ont besoin d'un rendez-vous. Et les SaaS, ils ne promettent pas de rendez-vous. Ils promettent un outil qui permet potentiellement d'avoir des rendez-vous. Mais ce qu'ils veulent, les clients, c'est pas ça. Ils veulent des rendez-vous. Ils veulent des rendez-vous. Ils veulent juste faire les rendez-vous. Et des rendez-vous, des mecs qui se pointent. Vous avez déplacé le positionnement là et au Exactement. bon endroit, je dirais. Ils veulent des rendez-vous avec des mecs qui correspondent, avec des mecs qui achètent chez eux et des mecs qui se pointent au rendez-vous. Nous, s'ils se pointent pas au rendez-vous, ils payent pas le client.
Tu vois, c'est notre IA, c'est notre tech qui reprogramme les rendez-vous. Tu vois, qui discute avec leurs prospects, qui tente de les convaincre de prendre rendez-vous, et surtout derrière, si ça se passe mal, il fait le boulot aussi. Donc voilà, et ça a été ton ça pour parcours, ouais, c'est ça, c'est le parcours d'Oliver List, Thibaut, et ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, vous avez démarré ça, vous étiez donc, si je synthétise, à deux, avec un associé qui est plutôt tech, lui. Vous étiez dans la partie un peu partie web, site web. Finalement, vous avez fait pour vous-même trouver des solutions pour prospecter, pour avoir des clients. On a créé nos propres solutions de Derrière, prospection. ça pêchait sur la capacité de prendre, en fait. Hein, c'est là où ça coinçait. C'est-à-dire que super, on a des prospects, mais derrière, pour produire, on n'est pas bien. Et donc là, toi, pendant plusieurs années, tu vas essuyer, comme tu dis, les plâtres et tester différentes choses jusqu'à trouver un petit peu le Graal et le positionnement où là, ça fonctionne. Ça y est, tu as une solution, une plateforme qui permet vraiment d'obtenir les rendez-vous. Après, tu vas vivre des moments assez durs, j'imagine, parce que il faut grossir, faut se payer, il faut trouver. Je sais pas si tu as pris des salariés ou pas au début. Tout ça, c'est compliqué, quoi. Hein. Ouais. Alors après, il faut quand même. Ça vient quand même d'une vision initiale. Hein. En fait, quand on voit à l'époque, il y a 5-6 ans, on voit la donnée, l'accessibilité qu'on avait à la donnée, et ce qu'on pouvait en faire. On avait cette vision déjà à la base de rendre possible cet accès à des prospects, à des gens qui sont, tu vois, quand on voit la structure et la quantité de données à laquelle on avait accès. À l'époque, on a cette vision. Après, il faut construire vraiment le produit qui va. Après, t'as la vision, mais tu sais pas encore, tu connais pas encore à la base vraiment le pain des clients, ce pourquoi ils sont prêts à payer très cher. Donc voilà, donc il faut passer par cette phase de test and fail pour trouver vraiment le product market fit. Après, entre temps, oui, on a eu des employés, on n'a jamais vraiment souffert parce que en fait, je pars du fait que si tu veux générer je veux dire, si t'as pas besoin de générer 200 000 ou 300 000 euros par mois pour pouvoir vivre de manière convenable. Tu peux te payer quand même assez rapidement. Tu peux progresser au fur et à mesure. Là, tu peux. Donc on n'a jamais vraiment vécu de pain, de souffrance. On s'est toujours payé des bureaux. On a toujours eu suffisamment de ressources humaines pour pouvoir avancer dans nos projets. Donc je dirais pas qu'on a spécialement souffert. Je dirais on pourrait dire, Thibaut, que tu as eu une croissance bien gérée, mesurée. Ouais. Oui. Après, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Hein. Il y a des moments où c'était juste, on a été toujours sur le fil du rasoir pendant. Ça fait à peine un an et demi qu'on commence à gagner de l'argent, hein, sincèrement. Hein. Même pas. Sur le cours, je suis gentil. Et on a toujours été à zéro tous les mois sur les comptes. Mais c'est pas grave. Mais parce que on vivait bien aussi. Enfin, on se mettait des salaires, etc. Donc, je suis pas. Franchement, ceux qui disent que qui galèrent, qui n'arrivent pas à se payer, à sortir, à se payer un appart, etc. Aujourd'hui, c'est pas compliqué de générer un petit chiffre d'affaires, quoi. Sincèrement, si tu bouges un peu les fesses et tu es un peu smart sur des produits qui sont un peu à forte valeur ajoutée, qui génèrent pas mal de marge, tu vends, je sais pas, tu peux vendre, je sais pas, tu veux, je pense qu'en 2 secondes, je peux te donner un truc. Tu vas sur Malte, tu vois les mecs qui font la production de vidéos. Tu cherches tu vends des vidéos à 1500 balles ou 2000 balles à des mecs. Tu te fais une marge de 90%. Tu vois. T'en vends 3-4 dans le mois. C'est bon, tu peux te payer 3-4 000 euros. Tu vois. Enfin. Aujourd'hui, c'est facile de générer un peu d'argent pour vivre convenablement, tu vois. C'est pas non plus. J'aime bien que tu nous dises ça parce qu'on a toujours le sentiment que, tu sais, l'entrepreneur, il est dans la vallée de la mort pendant des années, non. il se paye pas, il vit pas. En tout cas, c'est pas notre cas. Donc toi, c'est bien si tu as réussi effectivement à profiter aussi du chemin et pas seulement avoir l'objectif en ligne de mire et en traversant des périodes, tu vois, hyper dures. En fait, le tout, c'est le tout, c'est de savoir vendre un truc, quoi. Derrière le produit, tu peux le trouver. On a un membre de notre team qui est avec nous depuis pratiquement le tout début aussi, qui est notre head of sales, qui est notre head of sales, pardon, aujourd'hui, et qui, voilà, à l'époque, quand on était en galère, il nous vendait
des chartes graphiques à des clients, je sais pas, 4500 balles, quoi. C'est un truc qu'on faisait sur Canva en une demi-heure et en fait, tu trouves toujours des bouffes. Il suffit d'avoir il suffit d'avoir un mec qui a une boîte qui a un peu de budget et après toi tu fais le truc, enfin, tu peux aujourd'hui en tout cas, tu as des outils pour faire des trucs quali, assez, enfin, sans prendre non plus trop la tête, sans avoir besoin de compétences, tu vois, extra poussées sur, tu vois, ou encore Il y une a un fois, côté débrouillardise dans ce que tu dis aussi, quoi. ah bah oui, ah bah ça c'est sûr. Nous, si on devait vendre des scooters électriques, entre temps, on vend des scooters électriques, tu vois. Non mais enfin, tu vois, on est, Ce qui compte, c'est là où on veut aller, quoi. bah oui, c'est ça. Mais moi, je pense que t'as pas besoin, c'est pas extrêmement complexe de générer du chiffre d'affaires. En tout cas, nous, parce que c'est notre fibre, on est bon là-dedans, on est bon en sales, on est très structuré, puis on est bon en sales, on sait vendre des trucs, quoi. Tu vois. Après, faire un projet qui va faire 100 millions d'euros dans 2 ans de chiffre d'affaires, c'est autre chose. C'est encore un autre game. Ouais, c'est autre chose. Mais moi, franchement, les mecs qui ont fait des boîtes qui font 100 millions ou 200 ou 300 millions d'euros par an en CA, et qui ont pas cramé 50 millions ou 100 millions de cash que leur fonds leur ont filé et qui ont fait le truc par eux-mêmes. Les mecs qui ont réussi de zéro à faire ça, franchement, ça c'est des chapeaux, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que plus tu montes en chiffre d'affaires, plus c'est complexe, plus t'as quand même beaucoup plus de pression, t'as beaucoup plus d'employés, t'as beaucoup plus de un facteur exogène peut venir te fracasser. Parce que voilà, nous, quand tu fonctionnes avec ta propre réseau, tu vois, ça, il faut que tu mettes un moment, les fonds propres, il faut que tu te construises un coussin, tu vois, avec 3-4 mois de trésor pour en cas où il y a un problème, tu vois, t'as personne derrière, quoi. Donc il faut que tu te mettes tes propres filets, quoi. Tu vois. Donc les mecs qui ont réussi à exploser tout seuls, franchement, chapeau, quoi. Toi aujourd'hui, avec Oliver List, tu te définirais comment? C'est un côté plateforme? C'est un côté hybride avec des équipes et des outils? Ouais, c'est ça, ouais. Tu évoquais d'autres outils, tu évoquais des outils depuis 2-3 ans, quand il y a eu le moment du Covid, dans les années 2020 et tout ça, il y a eu toute cette émergence de solutions magiques qui servaient à prospecter, etc. Aujourd'hui, toi, tu te positionnes comment par rapport à ces gens-là? T'es à un autre moment? J'ai compris que t'étais à un autre moment du style? Bah, en fait, c'est même pas une question d'un autre moment, c'est juste que c'est En tout cas, tu vends pas un outil, tu vends des résultats, non? C'est ça? Voilà, ça n'a rien à voir avec du SaaS, quoi. On n'est pas un SaaS, quoi. On est effectivement, et tu l'as bien dit, en fait, c'est un hybride, en fait, parce que en fait, on va venir grâce à la tech, à beaucoup d'automation, beaucoup d'IA, rendre scalable une agence de lead gen. Donc en gros, une agence de lead gen classique, c'est quoi? C'est une boîte qui vend des consultants comme un consultant, n'importe quel consultant, il vend à la journée ou à l'heure, etc. Ok. Et son job, à ce consultant, c'est donc tu externalises sa prospection. Son job, c'est de générer des rendez-vous. Ok. Donc nous, on va rendre possible grâce à la tech, grâce à une plateforme où en fait tout est structuré, tout est et tout est surboosté avec de l'automation et de l'IA. Donc en fait, en gros, toutes les parties qui demandent des actions répétitives et certaines qui demandent de la réflexion, comme le copywriting, comme l'analyse de réponses, comme les réponses, comme etc. Donc, là, on va venir mettre de l'IA et tout ce qui est répétitif, on va mettre de l'automation. Donc ce qui fait que c'est une grosse machine pleine d'automation et d'IA qui est juste dirigée par des mecs qui vont en amont juste voir avec le client, ok, il se positionne sur ça, sa target c'est ça, sa cible c'est ça, et donc tout le reste, voilà, tu vois,
tout le reste va le faire la machine. C'est-à-dire qu'elle va prendre en compte sa cible, son produit, elle va lui générer du copywriting qui sera mieux que n'importe quel humain le fera. Elle va aller trouver les données de contact, elle va aller contacter les personnes, elle va commencer à échanger avec les personnes, même si les personnes en face pensent que c'est un humain qui parle. Hein. Donc elle va être tentée, elle va convaincre, elle va essayer de convaincre le prospect en face de booker un rendez-vous avec le vrai commercial de notre client. Et donc pour ça, si le prospect dit OK à un moment donné, bah, l'IA elle va lui pousser en fait un lien de prise de rendez-vous type Calendly, quoi, comme tout le monde connaît, j'imagine ici. Et donc à travers ce lien, bah, il y aura les disponibilités réelles du commercial. Et donc là, le prospect il va cliquer, il va prendre rendez-vous, et hop, ça va booker un rendez-vous dans la plateforme pour le client. Il va recevoir de manière automatique un email en disant tu as KPMG qui a pris rendez-vous avec toi pour demain à 16h. Voilà. Et la suite, c'est quoi? C'est le commercial, c'est lui qui va se pointer au rendez-vous. Et si le prospect se pointe, bah, nous on va le facturer. S'il se pointe pas, bah, notre client il peut dire il s'est pas pointé, donc t'as l'IA qui va continuer, qui va dire ah bah t'avais rendez-vous avec Patrick, t'es pas venu, qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais qu'on en parle, machin. Voilà. Ouais, ce qui fait que vous, Thibaut, avec ton équipe, vous avez beaucoup investi, beaucoup passé de temps sur justement le travail, l'amélioration, j'allais dire de la R&D, pas vraiment, mais en tout cas le polissage, l'entraînement de l'IA. Non, c'est pour le coup, c'est vraiment de la R&D parce que en fait, il faut reproduire. C'est très simple. Hein. Il faut reproduire en fait ce que font les consultants d'agences de lead gen, quoi. En fait, il faut le reproduire de A à Z. Et donc c'est énormément de temps, c'est énormément d'investissement, encore une fois c'est du test and fail. Il faut en même temps construire, en même temps regarder comment se comporte l'IA, comment se comportent nos clients, qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ils ont besoin, de quel bouton ils ont besoin ici, tu vois. C'est complexe. Et puis en plus, quand tu touches au sujet des disponibilités des agendas, c'est complexe parce que il y a des mecs qui ont des agendas, il y en a qui ont 10 agendas différents, et donc il faut que les disponibilités soient, voilà, il faut qu'ils puissent choisir dans quel agenda ils vont montrer ses disponibilités, etc. En fait, c'est comme si tu avais un humain qui avait les yeux partout et qui appelait le client. Au fait, est-ce que tu es disponible là à 16h? Oui, non, ok, non, bah oui, alors oui. Donc oui, il est disponible, mais à 14h. En fait, c'est comme si il y avait un mec qui faisait ça, en fait. Mais c'est très simple au final. Quand tu le vois comme ça, c'est très simple. C'est comme si tu avais une secrétaire qui faisait ce boulot-là pour toi. Sauf que nous, c'est de la tech. Yes. Voilà. C'est un marché qui est en grosse effervescence. Il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent depuis maintenant plusieurs années, hein, de toute façon, sur cette espèce de secteur qui est celui de la comme tu l'as appelé, la génération de leads, la prospection. Est-ce que toi, derrière, tu as en tant qu'entrepreneur, avec tes associés, vous avez des volontés de rapprochement, de croissance externe, de vous faire racheter? Quelle est un peu l'ambition que vous avez par rapport à ça? J'ai l'impression que tu as une farouche indépendance jusqu'à présent, mais le sujet de notre modèle, donc de vendre des meetings au succès, c'est nous qui avons commencé avec ça. Donc à la base il y avait personne qui faisait ça. Aujourd'hui il y en a plein, mais la plupart c'est pas vraiment de la tech, c'est juste des agents de lead gen qui prennent ce modèle là. Parce qu'ils ont compris que c'était vraiment ce dont avait besoin en fait le client final, hein, c'est la sécurité et c'est le fait de pas prendre de risques, et aussi avoir une maîtrise de son ROI, hein, ça permet d'avoir un ROI qui est ultra limpide. Alors, il y a un sujet effectivement de marque blanche. Est-ce qu'à un moment donné, on s'est posé la question avec cette tech, est-ce qu'il y a un marché énorme effectivement d'agences de lead gen qui auraient besoin de cette tech-là qu'on a nous entre nos mains, et leur proposer Oliver List en marque blanche et leur faire payer des usages. Donc ça, on en y a pensé. Pour l'instant, c'est pas dans les cordes. C'est pas dans les cartons.
on bosse avec pas mal d'agences partenaires, d'agences de lead gen, en fait, qui vendent Oliver List, en fait, qui sont des agences Oliver List entre guillemets. Enfin, ils vendent Oliver List comme un produit de leur gamme, quoi. Tu vois, donc ils vont vendre de la mise en place de campagnes Google Ads, de Facebook et de Oliver List. Donc Oliver List, c'est voilà. Voilà, donc on a pas mal d'agences qui bossent pour nous sur ça, et eux en fait ils prennent une commission en fait sur les ventes. Et en plus ils facturent souvent des management fees, quoi. Voilà. Frais des fois de consultant. Et puis le sujet de revente. Oui, c'est l'objectif final. Hein. Nous, on n'est pas enfin, moi enfin moi surtout, en tout cas, c'est pas mon profil de gérer une boîte avec 5000 employés, quoi. Donc aujourd'hui, vous avez combien d'associés vous êtes comment organisé là? Aujourd'hui, on est 2 associés, avec un associé minoritaire aussi, mais qui est plutôt dormeur. Et le reste de l'équipe, on est à peu près une trentaine, quoi. Ouais, d'accord. Un peu partout dans le monde, quoi. Bien. Vraiment partout dans le monde, quoi. Ce que tu fais, Oliver List propose ça en plusieurs langues, dans les langues. Non, alors ouais, c'est ça. Donc là, on est non, alors on a du monde partout dans le monde pour d'autres sujets que forcément le sujet commercial. Par contre, on est en pleine phase de développement commercial. Effectivement, là, on est en train de mettre en place en fait les bases de tests sur d'autres marchés. Et pour décider si on ouvre ou pas des succursales sur d'autres marchés. Donc là, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est assez bien implanté sur le marché français. On a des milliers de clients en France. Mais effectivement, là, notre objectif demain et aujourd'hui, c'est de nous développer sur d'autres marchés. Un déploiement sur d'autres marchés, voilà. Et puis, à l'international. Ouais. Et puis après, la vente, on sait pas. Enfin, moi, c'est un sujet, j'en parle pas trop parce que j'aime pas trop parler de trucs. J'aime pas trop parler de phases dans lesquelles on n'est pas. J'aime bien parler des choses actuelles et les challenges qu'on a au jour le jour. Je sais pas ce qui se passera en fait. Je sais pas ce qui se passe demain si on fait 50 millions d'euros par an. Peut-être que j'en aurais marre, je sais pas, j'ai plus pouvoir. Enfin, je sais même pas, je peux pas parler de choses que je connais pas. Peut-être que c'est ça. Vous en parlez d'ailleurs avec ton associé. Vous avez fait genre le pacte d'actionnaires classique. Vous avez vérifié votre alignement, tout ça. Tu sais les trucs un peu d'entrepreneur. Ouais, mais nous on travaille ensemble depuis qu'on a 24 ans, donc. Ouais, c'est ça. Ça fait. On est passé par toutes les phases ensemble et on a fait tout le truc ensemble. Donc là, c'est sûr qu'il y a un alignement, quoi. Tu vois, il y a pas pas trop de sujets par rapport à ça. Et oui, enfin, on a la même vision des choses, mais c'est difficile de parler de choses qu'on connaît pas de manière générale. On sait pas comment on réagira, comment on vivra, si on arrive à des niveaux de chiffre d'affaires tels. Peut-être qu'on va vouloir se sauver, on va vouloir revendre le plus vite possible. Peut-être qu'on va adorer. Donc, je sais pas. On verra. Ton associé, lui, c'est l'équivalent du CTO, c'est le tech. Ouais, CTO, ouais. C'est ça. C'est ça. Et toi, d'accord. Et toi, tu as pris le rôle de CTO. Bon, ok. Et toi, tu t'es fait, j'imagine, quand tu grandis comme ça, à un moment donné, si c'est pas nécessairement ta tasse de thé, tu te fais accompagner pour la gestion, la finance. Ouais. Ouais, mais on a un directeur commercial qui est indispensable aussi. En fait, petit à petit, plus on grandit, plus en fait je m'associe à des bras droits qui est fait où je lâche certaines parties, quoi, petit à petit, pour parce qu'en fait le job de CEO il évolue en fait en fonction du chiffre d'affaires. Bien sûr. Parce que c'est pas la même chose quand tu fais 700 000 ou quand tu fais 7 millions, ça n'a rien à voir, et donc et encore moins quand tu fais 70 millions. Donc en fait plus ça avance, plus en fait tu te prends des gens qui sont très proches de toi et auxquels tu viens lâcher en fait certaines choses que tu faisais avant, quoi.
Bah là, en En fait, plus, si tu nous évoques une trentaine de profils, ça veut dire que là, tu commences déjà à instaurer du middle management, il faut de ouais, c'est l'encadrement ça, des c'est équipes ça. et tout ça. Mmh. Tu restes plus déjà 30 personnes, tu restes plus en mode râteau, tout le monde aligné les uns à côté des autres. C'est pas Non, possible. ouais, non, Ça commence déjà à être une ouais, petite structure. C'est ouais, ça c'est commence, clair. ouais, ça commence, ouais. Et Avec, puis en fait, ça, avec d'ailleurs ce les qui, sujets de RH, hein, Thibaut, hein. ouais. C'est ce que les CEO n'aiment pas trop en général. Là, c'est Mmh. la RH, hein, c'est la partie la plus difficile d'une entreprise. Ouais. Hein. Puis après, ce qui est dur en fait, surtout, c'est la vitesse Mm, d'exécution, parce que nous, en fait, on a un produit qui a, bah, comme tu as compris, par sa nature, par son modèle, a beaucoup de succès. mm, Parce que mm, mm, il y a pas de, en fait, il y a pas trop de débat à avoir quand tu as une boîte B2B, quand on propose un deal où tu payes que si ça marche. ouais, que si Voilà. ça Donc en marche. fait, ça fait que en fait, on peut vraiment onboarder, mais si on voulait, on pourrait onboarder des milliers de clients C'est d'ailleurs, tous les Thibaut, mois, quoi. Tu c'est vois. ça ton problème. C'est-à-dire aujourd'hui, ton Non mais problème, c'est limite, Mais le truc c'est qu'on peut tu peux pas pas parce border qu'il faut tout le monde. voilà il faut faire les choses de manière voilà on peut pas il faut que le produit évolue aussi en parallèle, il faut que les process aussi soient adaptés, il faut qu'on Mm. bah, tu connais enfin tu as eu des boîtes avec des centaines d'employés, faut aussi avoir le bureau pour accueillir les gens, donc ça se fait Ah, pas c'est du clair. jour au lendemain, c'est tu t'as plein de choses à faire aussi à côté, t'as plein d'autres problèmes à gérer, des problèmes techniques, des problèmes de voilà, je vais pas aller dans les détails, mais donc ouais, donc bah, après on va pas se plaindre, c'est un bon problème, hein, mais c'est vrai Oui, que la oui, oui. nature de notre business model fait que le sujet d'acquisition client n'est pas un débat. Il y a un Il n'est sujet pas, sur la rétention, il y a un sujet sur l'éducation de nos clients en termes de pratiques commerciales, parce que en fait nous on est très dépendant de ça. Parce que comme on est une plateforme où tu actives et tu poses quand tu veux, quand il n'y a pas ouais, d'engagement, c'est comme un Google Ads, tu vois. ouais, Nous ce je qu'on fait, comprends. c'est le même modèle. Donc Je tu comprends. peux activer des campagnes Google Ads et tu peux les stopper quand tu n'as plus de budget. Bah, nous, D'accord. si nos clients sont pas formés commercialement, bah, ils vont avoir un temps de transformation de leurs prospects qui est trop long. Et donc nous, on va les encaisser par contre directement. Et donc tu vois, donc il y a un sujet de d'éducation, il y Ouais, a ouais, plein de sujets en fait. Tu vois. Et donc en fait, ouais, ouais. si on regarde pas ces sujets-là aussi, bah en fait on va droit dans le mur parce que on fait de la croissance mais n'importe comment, tu vois. Et il faut Ouais, ouais, structurer tout ouais, ça bien sûr. derrière avant de Ouais, vraiment, tu vois. Donc c'est frustrant, c'est, mais c'est indispensable. ouais. J'ai passé par là. C'est intéressant de voir que, tu vois, souvent on évoque des sujets tu vois, de trouver des prospects, des clients. Toi, dans ton cas, c'est pas ça le problème finalement, c'est la capacité à délivrer en fait. C'est que limite les Mm. clients, il y en a, il y en a même suffisamment, mais par contre derrière, il faut que tu puisses effectivement, enfin mettre à l'échelle la plateforme pour qu'elle puisse absorber et servir les clients en nombre, quoi. Ouais, Avec un ouais, niveau de qualité, parce que ça doit jouer sur c'est sa ça, qualité, non? C'est-à-dire la que, qualité. Mais après, on est quand même dans un timing assez court aussi. On fait, enfin, je sais pas, je te donne un exemple. Il y a 6 mois, on était 8 quoi. Tu vois. Donc ouais, on va déjà très vite. Tu vois. ouais, On va déjà une déjà, on va déjà grosse très pente vite. ascendante, On quoi. peut Ouais, pas aller beaucoup plus vite. Tu vois. Pour le ouais. coup. Euh, Non, mais au risque d'imploser, parce que là, en pour fait, le coup, ouais, tu vis en tant qu'entrepreneur quelque chose qui est pas évident, qui est la croissance. La gestion de la croissance, ça, entre guillemets, ça peut te faire mourir. oui. Après, C'est, nous, c'est pas que la tech est pas capable de prendre tous ces clients-là. C'est pas vraiment ça. C'est juste qu'il faut, il y a, en fait, il y a encore de la marge pour voilà, de développement et d'intégration de process pour que vraiment comment dire. Enfin, même si c'est jamais terminé, hein, le produit il est jamais terminé. Tu mm, veux quand même que enfin, moi une phobie j'ai toujours besoin d'avoir que tout soit sous contrôle, quoi, tu vois. Donc après, c'est d'accord. peut-être pas forcément une qualité, hein, parfois, hein, Ouais, parce que ouais. tu te brides, tu veux que tous les trucs soient tout clean, sous contrôle, etc. Mais bon, c'est comme ça. Je veux faire en sorte que ça soit bien fait et c'est pour ça que en fait nous parfois on a des clients qui vu comment on est structuré, comment on est en termes CSM, en tant que truc, ils pensent qu'ils ont affaire à une boîte
une boîte américaine qui est mis de côté, quoi, tu vois. Parce que en fait, on met en place des choses, une relation client, la manière de faire qui est proche de boîtes, des grosses boîtes, tu vois. Et quand ils voient qu'on est juste des jeunes à Paris, on n'est pas beaucoup, ils disent c'est pas possible, tu vois. Et même comment cette boîte-là, ils peuvent produire une techno pareille, tu vois. Et c'est ça qu'ils se disent aussi, parce qu'on met du temps et on fait les choses, on essaie de faire les choses bien, quoi. Ouais. Je dirais qu'il y a quand même un phénomène d'émergence, c'est-à-dire que tu as été un peu, je dirais pas en sous-marin, mais tu as quand même bourlingué, tu as fait du test and learn, du fail. D'ailleurs, toi, tu dis fail and learn pas mal de temps. Et puis là, on a quand même le sentiment que tout à coup, là, tu viens, il y a eu un peu la mue du papillon, non? Il y a quand même c'est ça. une espèce de poussée là, assez forte. Ouais, c'est sûr. En fait, moi en fait, ça part de ma personnalité à moi, là-bas, surtout, c'est que moi, j'aime pas, discret. c'est ça, j'aime pas parler, c'est pas forcément une qualité, c'est pas la meilleure des choses à faire, hein, parfois, hein, mais on n'est pas nous en train, enfin on n'essaie pas de crier tout le temps à longueur de temps sur les ponts, ouais, on fait ça tout le temps. Pas, quoi. Pas un Bon, côté après fanfaron, on fait quelques opérations, on en fait de plus en plus, mais en fait lorsque je fais des opérations par exemple d'influence, des trucs de com, etc., de com pure, c'est que derrière on est solide, quoi. Tu vois. En fait, je fais pas de com alors que derrière il y a pas grand chose derrière. Ça je supporte pas. C'est pas ma personnalité en fait. C'est les morceaux de bois qui tiendra pas la cadence. Voilà. Donc lorsqu'on fait une opération de com, c'est que derrière on est solide, quoi. Tu vois. C'est que on a des trucs, on a de l'expérience client, on a des avis clients, on a des grosses boîtes qui sont clients chez nous. Tu vois, on est solide derrière. Il y a pas de débat, tu vois. Tu peux aller demander on dit pas de conneries, tu vois. Donc bon, voilà. Après, c'est ma manière de faire. C'est comme ça. Ouais, mais tu vois ton frère, ton petit frère à Dubaï de temps en temps. Bien sûr, ouais. Bah, bien sûr, ouais. Je le vois souvent. Bah, lui, il est dans un autre domaine. Tout ce qui est blockchain, etc. Donc ce domaine que moi je suis pas du tout dans cet univers-là, j'y connais strictement rien. Mais bon, lui il est génération Z, d'autres générations, et puis bon là-bas Dubaï c'est un vrai vivier pour cette industrie-là. Mais bon, il commence à peine, hein, mais enfin, il a commencé tôt, mais bon, il est dans la phase dans laquelle j'étais, il y a pas mal de temps, il y a 10-12 ans, quoi. Donc, mais en tout cas, avec ce même esprit je souhaite bonne chance. libertaire que toi, quoi. Parce que être Ouais, parti comme ça, mais pour le coup, pareil. Et pour le coup, je propose oui, pour le coup, je lui propose de rentrer, de bosser avec moi, etc. Et il veut garder son indépendance mais c'est ce qui est très bien. Moi, j'ai vécu un peu la même chose aussi, hein. J'avais besoin de cette liberté, cette indépendance et de pouvoir mener à bien ce que j'avais envie, ce que j'avais comme vision, quoi. Après, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que quand c'est ton petit frère, tu te dis putain, mais t'es sûr? Parce que, en fait, il faut tellement de paramètres pour que ça fonctionne. Donc en fait, voilà, je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui va motiver spécialement les gens à être entrepreneurs. Parce que il y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, qui sont capables de mener à bien des grands projets, quoi. C'est pas, c'est pas pour. C'est un peu en mode vivre et laisser vivre, quoi. C'est que chacun doit trouver son chemin et sa voie. Oui, mais comment dire. Moi, après, je sais pas. Pour ceux qui se mettent dans des gros projets, avec des grosses ambitions, j'ai toujours tendance un peu à les mettre en garde, quoi. Que ça va demander quand même certaines choses, de la chance, une résilience énorme, et surtout que c'est même pas de la résilience, c'est que c'est une nature. Il faut pas que ce soit forcé. Donc je disais pas que j'ai tendance à les démotiver. C'est juste que je sais que il faut certains paramètres spécifiques pour que ça fonctionne.
Et encore, moi, je suis rien encore. Je suis encore au tout début, quoi. Donc, je sais encore plus à quel point c'est compliqué. Et il y a très peu de personnes qui sont capables dans le monde de mener mais après, ce qu'on a là, au tout début, quand on a 20 ans, comme ambition, c'est aussi indispensable. En fait, c'est sans ces rêves de grandeur énormes, on peut rien faire non plus, en fait. Ouais. Sans Donc, savoir ce qui nous attend, en fait, sans savoir que ça va être difficile, bidule et tout. En fait, si on savait, on n'irait pas, peut-être. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Si on savait, on n'irait pas. Mais parfois, en fait, on peut pas, on peut juste pas faire autrement, quoi. Pour le coup. Alors, ce qui est intéressant quand même dans ce que tu nous as raconté dans ton parcours, c'est que ça j'apprécie parce que tu as quand même toi dit que tu vivais entre guillemets quand même normalement quoi. Tu t'étais payé, etc. En tout cas, tu avais cherché à le faire et tu Oui. t'étais pas en mode sacrifice absolu, tu vois, genre le Non, truc. j'ai rien Voilà. sacrifié. Donc ça J'ai c'est tout. voilà, c'est Mais un après, ça, point. c'est comme je te disais tout à l'heure, je le répète, hein, ça c'est à la portée de tout le monde, hein, de gagner bien sa vie. Enfin, si on est juste un peu smart, un peu débrouillard, aujourd'hui, c'est assez facile de Aller vendre quoi chercher le que ce soit. business quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. enfin, franchement, enfin, c'est en tout cas dans notre époque, en tout cas. Peut-être avec notre Bah, époque, c'était différent, mais ouais. aujourd'hui, Moi, je dis, je dis souvent que j'aurais bien aimé, tu vois, être maintenant, être un jeune bah maintenant. oui, Moi, ça serait un bac à sable incroyable. Le terrain de mais jeu, il est mais mais fabuleux, mais quoi. mais Avec la mais tech. il y a une différence entre voilà entre être indep et puis faire 5 ou 6 000 € par mois et faire Bien sûr. 500 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais, C'est 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 pas, euh, c'est pas c'est la même c'est c'est échelle, hein. c'est Ouais, c'est c'est clair. mais puis ça n'a strictement rien à voir, c'est pas le même monde, quoi. Mmh, mmh, Donc mmh. c'est pour ça que je dis, faire 5 000 6 000 € de chiffre d'affaires par mois, ou 10 000 même, ou 15 000, c'est largement faisable, quoi. Mmh, En mmh, tout mmh. cas aujourd'hui, En on tout peut cas, vendre des on a choses. des innovations et notamment l'IA qui est une véritable Ouais, il y a tremplin des opportunités tout le aujourd'hui, hein. temps, ouais. Et puis avec puisque comme la tech, enfin l'évolution de la tech, c'est une courbe exponentielle. Ah oui, c'est euh, exponentiel, ouais. En fait, chaque année, le les comment dire, les gens sont de plus en plus incompétents, quoi. Avec comparé aux plus jeunes, en fait. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marché en réalité. Parce que là aujourd'hui, par exemple, des mecs, nous on bosse avec des jeunes qui ont 18-19 ans, qui sont des cracks en IA, etc. Et nous, on est incompétents alors qu'on a 35 balais, tu vois. Ouais. Tu vois, alors qu'on a beaucoup d'expérience, etc. Donc, donc c'est pour ça que les opportunités aujourd'hui, elles sont, Ouais, c'est vrai ce que tu il dis, faut ouais. juste être un peu débrouillard, voilà, un peu débrouillard, et tout le monde peut être entrepreneur. Après, entrepreneur, encore une fois, c'est une question de dimension après. Et puis en plus, on l'évoquait au tout début de cette interview, il y a plein de champs d'activité, plein de secteurs. Et là, nous, on est dans la tech et dans le logiciel et dans le business un peu digital. Mais des business, il y en a plein, plein, plein. Et Oui, ça, ouais, ça n'a alors, pas mais après, forcément ça, c'est les mêmes ça. Après qualités. ça, ouais, c'est vrai que je les connais pas trop les autres. Donc, il y a la restauration, les mecs qui sont dans le design, j'en sais rien je sais pas, c'est pas mon métier, donc c'est vrai que je suis pas trop parler. En tout cas, dans le digital, dans la tech et dans le digital, Mm, 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 mm. tout le monde peut vivre de ça, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde peut vivre de ça, et tout le monde peut vivre normalement de ça, même bien, peut partir en vacances quand il veut, peut vivre où il veut, voilà. Ça, faut pas Ah, hésiter, quoi. ça, toi, c'est quelque chose que tu as vécu et que tu prêches d'une certaine manière, et c'est tout à ton honneur parce que c'est vrai qu'on a parfois l'impression que pour être entrepreneur ou pour réussir, c'est obligatoirement des vaches maigres ou très difficile. Alors oui, il y a un côté roller coaster Ça, c'était peut-être avant. permanent, mais maintenant, franchement, comme tu dis, la palette de dispositions, d'outils à notre portée font que quand même, on n'est plus à l'époque de la truelle et sa pelle Mmh, pour construire un truc, quoi. mmh, Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus aisé, quoi. En tout cas, mmh.
toi, tu le vis, et puis ta vie perso pro qui est plutôt équilibrée, ce qui n'est pas le cas jusqu'à encore récemment des entrepreneurs qui ont des situations qui sont parfois plus difficiles. Toi, pour le coup, tu as monté comme tu utilises beaucoup l'IA, ça veut dire que c'est chez vous, parmi tes effectifs, vous avez une équipe vraiment dédiée à ça, qui travaille là-dessus à mort. Vous avez beaucoup de boulot sur ces aspects-là Alors, de R&D. ouais, non, bah, en fait, aujourd'hui, l'IA, en fait, tu la plug, hein. Ouais, Donc, non, t'as simplement des développeurs qui plug d'accord, des connecteurs, enfin ouais, c'est ça. voilà, des connecteurs avec des applis que tu vas créer sur différents fournisseurs aujourd'hui, D'accord. c'est des fournisseurs d'IA. T'as Ouais, OpenAI, t'en as d'autres, quoi, ouais. hein. Et donc, tu crées ton modèle, Mmh. c'est hyper simple, et tu plugs, quoi. Après, pour le coup, intégrer de l'IA sur une plateforme, je crois que c'est vraiment le truc le Pas le plus plus simple qu'il y a à compliqué, faire, ouais. quoi. Mmh. Enfin, c'est juste tu crées une API, en fait, sur ces plateformes-là, et tu l'utilises après, quoi. Mais Par c'est contre, pas vous, quelque dans votre chose cas, il y qui. a quand même un entraînement, comment dire, une éducation de cette plateforme pour qu'elle fasse le travail que vous lui Oui, demandez sur mais le registre du code de la vente, etc., oui, quoi. oui, mais encore une fois, c'est pas. En fait, c'est juste des inputs que tu donnes En même temps, c'est pas de la recherche fondamentale, quoi. Ouais, c'est ça. non, voilà, c'est juste des inputs que enfin, tu crées, tu sais, il y a les gens un peu, enfin, qui sont pas là-dedans, un peu, on va dire lambda et qui sont pas dans la tech, etc. Ils vont utiliser des outils comme ChatGPT, par exemple. C'est des trucs Mmh. connus, quoi. Oui. Et bah, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils demandent quelque chose Le fameux de prompt, manière, ouais, les fameux voilà, ils prompts, font, les voilà, fameuses questions exactement. qu'on pose à l'interface, ouais, Ils tout à ils fait. font ils font ils font un prompt. Bon, bah, sur la version payante d'OpenAI. Donc, OpenAI, c'est la boîte qui propose ChatGPT. Bah, tu vas faire la même chose, mais sous forme de code. Mmh. C'est pareil, quoi. Tout Et à tu fait. vas recevoir, en fait, Les un réponses, output, les inputs, ouais, ouais. et tu vas l'intégrer simplement sur ta plateforme. Je Tu vois. comprends. Ouais. Alors après, oui, tu peux faire des modèles. On fait aussi des modèles d'apprentissage et tout, etc. Par rapport au ce qu'on va avoir comme résultat, et donc on va pousser plus des séquences qui ont des meilleurs résultats que d'autres. Mmh. Mais bon, c'est pas quelque chose d'ultra complexe. Oui, parce qu'il y Tout a ça. quand même, il y a un côté empirique, qui est de quand même bien savoir faire le métier en question, de envoyer les bons messages, obtenir le rendez-vous, et cetera. C'est un métier fonctionnel. C'est fait, peut-être avec, de l'IA, et cetera, mais n'empêche qu'il y a un savoir-faire métier quand même, de Oui, savoir dialoguer, le fameux oui, oui, icebreaker qu'on évoque, souvent, qui consiste à oui, à briser la glace du premier contact, et cetera. Donc il y a des métiers fonctionnels, enfin il y a des expertises fonctionnel, de savoir-faire, de savoir-être. oui, oui. Ah oui, oui, Heu, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr, hein. Ouais, et sur plein de verticales, enfin pas sur plein de verticales, mais sur plein de pans sur plein de phases, en fait, mmh mh. dans la prospection, jusqu'au Dans R1, les ce qu'on étapes, appelle c'est R1. ça, dans le cycle. Mmh. Il y a plein de choses, quoi, hein. Effectivement, il y a l'icebreaker, il y a les relances, il y a les échanges qu'on peut avoir avec les prospects, quand il y a des sujets d'introduction, quand il y a des sujets Mmh mh. de problèmes techniques, un accès à un calendrier, etc. Donc il faut qu'on arrive à prendre en compte, en fait, tous ces cas d'usage, et qu'on essaye d'avoir une arborescence de tous les cas d'usage qui viennent rediriger vers l'objectif final, hein, qui est de booker un rendez-vous, quoi. Donc, Mmh. et donc il peut y avoir des prospects qui ont un SI, qui ont un système d'information qui leur permet pas d'accéder aux liens. Donc il faut que l'IA comprenne que cette personne-là, c'est pas qu'elle a un problème technique, c'est qu'elle peut pas accéder Ouais, aux liens. Donc il faut c'est ça. que l'IA lui demande, donc dans ce cas-là, quelles sont les disponibilités voilà, Ouais, auxquelles elle a accès, et qu'elle revienne pour vérifier si les disponibilités sont possibles chez notre client à nous, tu vois. il y a Bref, vraiment il y a un en fait, dialogue, un voilà. ping-pong, Bon, là, il y a c'est tout comme un si tu échange, créais ouais. un mini cerveau humain, comme un petit humain qui fait juste la même chose tout le temps. C'est-à-dire Ouais, juste booker des rendez-vous. Donc c'est pas,
Il y a pas non plus, tu vois, t'as pas affaire non plus à une séquence de drague où là où faut vraiment des compétences, faut vraiment d'empathie. Là, ouais, là faut vraiment. Là, c'est simple, quoi. Faut juste essayer d'écouter la personne et voir ce qu'elle a et si elle est intéressée ou pas. Et bah, c'est simple. C'est pas que c'est simple, c'est très complexe. Ça met du temps à être créé. Mais en tout cas, oui, voilà. En tout cas, c'est un peu ce qu'on fait, quoi. Toi, Thibaut, on a compris que là, il y avait quand même une espèce de montée en orbite sur le business, sur Liverlist. Est-ce que ton rôle d'entrepreneur, ton rôle de CEO, tu l'as vu là changer? Ça t'a obligé, toi, à t'ouvrir à d'autres choses? Je sais pas, par exemple, est-ce que toi, tu as changé tes métiers? Est-ce que toi, désormais, tu t'occupes plus de la partie, je sais pas, RH? Est-ce que tu te fais coacher? Quelle est la transformation de ton rôle d'entrepreneur maintenant que tu as cette espèce de prise d'orbite avec, en fait, plus tu fais du chiffre d'affaires, effectivement, plus tu dois en faire encore plus, donc plus tu dois recruter. Donc oui, il faut faire. Après, tu faut faire le recrutement, mais puis après, plus tu as plus tu as de trésor, plus tu as la possibilité de recruter aussi des profils de personnes qui font ce que tu faisais toi avant. Et donc, ça permet de donc ça, déléguer, ça permet d'organiser. voilà, c'est ça. Donc il y a un sujet de effectivement trouver les bonnes personnes avec qui tu vas pouvoir travailler, à qui tu vas déléguer les choses que tu faisais toi. Et puis après, oui, la chose qu'on fait plus, c'est on sait qu'on fait plus de finances, quoi. On fait plus de projections, on passe plus de temps sur les BP, sur ajuster les BP, sur ajuster les budgets, etc. Faut que ce soit bien clean, bien précis. Suivre beaucoup plus de suivi plus de réunions, plus de suivi de ces personnes qui t'ont remplacé sur certains pans de ton métier. Ouais, je comprends, donc les suivre, voir si tout est clair, si tout est bien processé, si les process sont bien respectés, si les résultats des commerciaux suivent ce qu'on avait projeté. Donc voilà. L'analyse de risque, t'en fais un peu, Thibaut? C'est-à-dire que tu te dis, tiens, il faut que je sois peut-être maintenant que je deviens plus gros, je vais donc avoir par essence moins d'agilité. Est-ce que ça veut dire que tu renforces un petit peu ta capacité tu vois, de prise de risque, enfin d'analyse du risque, pardon? Qu'est-ce qui pourrait se passer ou qu'est-ce qui pourrait venir mettre à mal ton business dans les, tu vois, en prochaines années ou par exemple, un truc comme ça? En fait, moi, je fonctionne pas. J'essaie de m'isoler un maximum des sujets de risque, etc. Parce que sinon, en fait, tu fais des risques, il y en a plein, quoi. Ouais, tu serais Il y en a immobile, plein des sinon tu risques. ferais rien, c'est ça? Ouais. Donc, je les prends en compte les risques dans mes hypothèses, dans mes projections, en prenant un peu de marge sur les projections. Donc ça, tu vois, mais non, mais on essaie de pas trop regarder les risques parce que bon, les risques il y en a toujours, hein, et puis mais on essaie de focus sur nous et puis bon voilà, si on explose et si demain ça s'arrête, ça s'arrête, quoi. Qu'est-ce que je te dis? En tout cas, on va pas. T'as un énorme marché avec les anglo-saxons, non? Le marché US américain, c'est un marché sur lequel tu voudrais te positionner ou t'es peut-être déjà positionné ou comment tu vois ça? On a des clients, qui prospectent sur les marchés anglo-saxons. C'est pas les marchés les plus où on a les meilleurs résultats. D'accord. C'est vrai qu'on aurait pu penser ça, mais après c'est vrai qu'on a beaucoup de clients français qui prospectent sur les marchés, sur ces marchés-là, et donc c'est pas les boîtes françaises qui ont plus de succès aux States, par exemple, quoi. Franchement, mais non, c'est les marchés les plus porteurs, c'est Amérique du Sud, Espagne, Italie. D'accord. C'est une question de culture aussi. Les Latins sont plus ouverts à la discussion, quoi. Le pire, je crois, c'est les Scandinaves. Ah oui, d'accord. Les Scandinaves, tu les contactes en utilisant leur prénom, alors que tu les connais pas et que tu leur proposes de se voir demain à 9h. Ils te disent
comment, comment ça déjà, comment tu m'appelles par mon prénom? C'est pas du tout la culture, elles sont pas du On tout. s'est pas connus au sauna, quoi. Ouais, T'es qui, toi? non mais c'est ça, c'est hyper important. Hein. Pour nous, c'est très important. Hein. Alors que bon, bah les Espagnols, aucun souci quoi. Ouais, ouais. Tu vois, avec plaisir. Tu vois, si on se rencontre, on se connaît pas, mais les Ouais. Français, ils sont entre les deux. Ils D'accord, sont, d'accord. il y a Très des mecs, intéressant. il y a des Ouais. gens qui sont très ouverts, très sympas. Il y a des mecs qui sont un peu plus comme les Nordiques. D'accord. Ouais, non, mais ça, c'est intéressant. Mais ça te fait, en fait, ce qu'on voit, à travers ce que tu dis, c'est que ça te fait énormément de data, Ouais, c'est d'analyse, ça. tu Ouais. vois, à éplucher, pour pouvoir, faire Ah bah progresser, nous, tes propres algorithmes, tes ah bah propres outils, nous, là. Ouais, ouais. nous, on a, en fait, imagine, on a une donnée et une capacité de, Incroyable. en fait, et puis aujourd'hui, surtout demain, quand on sera sur d'autres marchés, c'est vrai qu'en fait, c'est comme si on avait le accès aux données de dizaines de milliers Ah oui. de données commerciales de dizaines de milliers et tout ça, c'est structuré en plus. Ça, on a tous nos clients sont structurés en industrie, etc., en Mmh mh. taille, etc. Mmh Donc, mh. donc en fait, on a une capacité Ouais. on pourrait devenir une boîte d'études de marché. Ah, une super analyse, super Ouais. étude, là. Ouais, Parce que ouais, oui, on ouais. a beaucoup de données, effectivement. Ouais. On a beaucoup Ouais. de données qui nous permettent de savoir exactement qu'est-ce qui marche où, à quel moment, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ça, ouais, c'est sûr. Et ça permet de faire des apprentissages, de faire tu vois, des évolutions, Mmh. reposant sur l'analyse justement de ce qui se passe, de la Mmh. fameuse donnée, hein. Donc, d'ailleurs, ça doit te prendre pas mal de ressources machines. Parce Ouais. que Un serveur, ouais, c'est pas donné, ouais. ça fait beaucoup Ouais, de ouais. données, Voilà, bah, sous les bases de données, quoi. Les ouais, bases de bien sûr, données, bien sûr. c'est vrai on envoie des millions d'emails, Ouais, des dizaines de millions d'emails tous les mois, quoi. Hein. Donc déjà, ouais. ça fait beaucoup de lignes. Et puis après derrière, tout est, voyez, on a beaucoup de données et on fait beaucoup de reporting aussi pour avoir un contrôle maximum sur ce qu'on fait et Mmh savoir mh. tout, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, etc. D'ailleurs, c'est un métier où on devient un peu fou rapidement quand même parce que Mmh mh. c'est un métier très très data Ouais, ouais. et c'est pas moi je suis passionné de data, je vis de ça mais c'est vrai que Pas même évident, moi, hein. c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, en fait, plus t'as de données, plus tu veux avoir le contrôle sur tout, et donc en fait, tu deviens un peu fou parce que dès qu'il se passe un truc, dès qu'on a une baisse là-dessus, etc., tu essaies de comprendre, et tu Ouais, regardes, t'as 50 000 métriques différents, et il ouais. faut, c'est intéressant, mais en fait, avec le temps, tu développes en fait un comportement enfin c'est pas un comportement mais le problème c'est que parfois on a aujourd'hui, imaginons qu'on fait aujourd'hui on fait un taux transfo qui est pas bon et parfois je sais pas, il y a des jours où c'est comme ça quoi. Tu peux regarder toutes les données, toutes les métriques et tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est ça qui est fou hein. Mmh Parfois mh c'est pas mh. explicable. Parfois on peut Ouais, ouais. l'expliquer hein. Mais bon. Non mais Tu as c'est un peu un abordé le métier de fou. sujet, vu qu'on parle de la donnée, de la data, tu as abordé le sujet de, tu sais, de tout ce qui touche au RGPD, les contraintes juridiques, des Ouais. données, et cetera. Là-dessus, Bah, vous êtes bien baqué, sûr. vous êtes bordé comme il Ouais, faut. nous on est Ouais, baqué, ouais. on est certifié par des cabinets d'avocats spécialisés par rapport à ça. D'accord. Donc d'ailleurs c'est dans nos conditions générales, c'est bien Mmh. clair et c'est important parce qu'on a des grosses Ouais, boîtes en clients, ils ont bien besoin sûr, de bien ça, sûr. ils ont un service juridique qui ont besoin de regarder ça. Donc nous c'est pas compliqué. Nous on n'est pas on n'est pas provider de données. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas directement lié au RGPD, on est juste intermédiaire, on a juste des algorithmes qui viennent piocher Mmh. dans enfin en temps réel hein, et tout le temps dans des bases de données, dans des fournisseurs à nous. D'accord, d'accord, On a plein de différents. Et d'accord. donc en fait c'est nos systèmes qui sont plugués à ces bases de données qui sont pas chez nous hein, Mmh. ces données sont pas hébergées chez nous, on n'est pas encore une fois Par contre, eux sont les voilà. fournisseurs de données, ouais. Et c'est eux qui sont responsables en fait. Mmh. En fait, c'est comme si t'as un humain qui faisait, tu vois, qui allait Ouais, je faire comprends.
Donc en fait, on a des milliers de tiroirs, donc chaque tiroir correspond à une campagne. Chaque tiroir, elle a un besoin spécifique d'un persona, et donc l'algo il va venir regarder dans les tiroirs tout le temps, et il va venir quand si besoin approvisionner, parce que derrière, ce qui se passe dans les campagnes, il peut y avoir des opt-out, il peut y avoir des gens qui sortent des campagnes, des gens qui où il y a un bounce, donc on va supprimer l'email, etc. Ouais, c'est ça. Donc et puis après, bon, tout le reste de la RGPD, oui, on respecte la RGPD, quoi, c'est-à-dire les opt-out, les suppressions de, enfin les gens on qui transmet, voilà, et ça c'est la base, quoi. Mais c'est même pas, c'est pour le sujet du RGPD, mais c'est aussi un sujet surtout de ça n'a pas de sens de recontacter quelqu'un qui t'a insulté et qui t'a dit qu'il veut plus jamais que tu lui parles. Ça ne marchera pas. Donc limite, enfin nous ce qu'on fait, même si on leur répond, on leur dit, ne pas le faire, c'est aggraver la situation, c'est encore pire. On leur répond, on leur répond en s'excusant, et puis c'est important pour nos clients aussi, parce qu'on communique au nom de nos clients. On doit aussi, on se doit d'avoir une certaine rigueur pour nos clients, parce que c'est l'image de nos clients qu'on a entre nos mains. Si on répond pas, ou si on fait les choses mal, au final c'est l'image de nos clients qui est impactée. Donc nous, c'est pour ça que nous on porte beaucoup d'importance à ça. Dès qu'on a un opt-out ou quelqu'un qui répond négativement, on répond, on remercie de la réponse, et en fonction de ce qu'on a détecté, soit on le replace dans la campagne plus loin, parce qu'il a dit qu'il n'était pas intéressé tout de suite, donc un peu plus loin. Soit il nous dit effacez mes données ou ne me contactez plus. Là, on ne contacte plus pour ce client. Voilà. Donc on fait des choses, on essaie de faire les choses du mieux possible, ouais, c'est sûr. D'accord. De toute façon, tu sais, on fait pas on a rien sans rien. T'auras pas de succès, t'auras pas de succès dans ton business si tu fais pas les choses bien. Enfin, toi, t'es le premier à le savoir. Hein. Si tu fais pas les choses de manière professionnelle et les choses bien, voilà. Tôt ou tard, ça se retourne contre toi, hein, de toute façon. Hein. C'est-à-dire que il est difficile d'avoir un business pérenne et dans la durée si jamais tu ne respectes pas les bonnes pratiques d'un marché ou d'un secteur. Ça se retourne obligatoirement contre toi. Et en plus, là, on est sur un sujet qui est sensible, qui est effectivement le métier de la vente, le métier de de la prospection. Donc, ça, comme tu dis, ça génère beaucoup d'agacement auprès des prospects. Il y a toute la problématique des spammers qui inondent le marché, donc c'est des sujets sensibles. C'est sûr. Donc oui, tu es obligé de traiter la chose comme il faut. Donc c'est intéressant. Toi, Thibaut, on va peut-être évoquer le sujet de comment tu te formes, comment tu t'éduques au fil du temps. Est-ce que tu aurais comme ça, est-ce que tu lis des livres et est-ce que tu en aurais un peut-être à nous recommander ou à nous conseiller? Alors, tu m'as parlé de non, mais si, alors non, déjà premièrement, je lis pas de livre business, pas du tout. Parce que en fait, lorsque je rentre chez moi ou quand je suis en vacances, j'ai pas du tout envie de penser au business. D'accord. Et puis je prends déjà une base qui enfin pour moi il y a une chose de base, c'est que enfin après ça peut être con, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que c'est con ce que je dis, mais en tout cas tu sais pas en allant lire des livres que sur le business, que tu vas apprendre à faire du business. Là, tu vas, du business, pas du business, c'est entreprendre. Tu faut le faire, il faut se tromper, faut fail, voilà. Donc voilà, donc je vais pas, moi ça m'intéresse pas du tout de lire des livres business, et puis souvent ils vont répéter des choses que j'ai déjà vécues, donc ça me saoule un peu. Par contre, si je trouve si je devais être un truc, voilà, c'est un livre ou alors un film, je peux donner un film si tu veux, un film qui représente bien ce que je pense et qui doit être pour les gens qui veulent entreprendre un fil conducteur, c'est peut-être le film Catch Me If You Can avec DiCaprio. Et c'est un bon exemple, je trouve, bon après ça finit un peu mal, mais c'est un bon exemple en fait il y a pas une porte de sortie, il y a pas une porte d'entrée. Il finit par travailler pour le FBI quand même, c'est-à-dire il se fait attraper mais il finit par bosser pour eux. mais en fait je trouve que c'est un très bon exemple de ma personnalité, de moi-même. Et c'est comme ça que je pense en fait, c'est-à-dire que de caméléon, d'adaptabilité, il y a pas de règles.
Il n'y a pas de porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie. En fait, et justement, il y a très peu de gens qui arrivent à penser un peu out of the box, quoi, tu vois. Et c'est des gens qui arrivent à intégrer ça, qui vont vraiment réussir. Intégrer que c'est pas, il faut pas faire un master entrepreneuriat HEC pour devenir entrepreneur, quoi. Tu vois, c'est ceux qui font ça, pardon, mais ils sont complètement à côté de la plaque, quoi, tu vois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. C'est juste que, il faut juste avoir essayer d'arriver à se détacher des règles. Et donc tout, voilà, on peut devenir qui on veut. Trouver sa petite flamme, quoi, sa petite flamme, sa liberté. Et puis au final, quand il est pilote d'avion, il pilote l'avion, quoi. Tu vois, c'est tout, quoi. Tu vois, avec un mec qui est à côté de lui, qui pilote l'avion à sa place, quoi. Tu vois. Mais il pilote l'avion quand même, c'est comme lui pilote. Tu vois. Donc voilà. Tu me remets en souvenir le film que je trouve sympa d'ailleurs, très bon film. Mais je te dis, c'est Tom Hanks qui lui donne la réplique, qui le pourchasse. C'est tout à fait. Et moi je trouve que c'est un très bon exemple de la vie et on a parlé pendant 1 heure là d'entrepreneuriat et pour moi c'est ça un vrai entrepreneur. Voilà, il est capable de tout faire, gagner sa vie comme il a envie et tout est possible. Ouais, puis finalement de s'adapter, d'évoluer, d'être agile, comme tu dis, beaucoup être dans l'action parce que faire ce qu'on veut surtout. Voilà, faire ce qu'on veut surtout. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ça la réalité. Moi on va pas rester dur sur ça, mais moi dans la vie j'ai vécu plein d'expériences comme ça où voilà, où tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, tout à l'heure on parlait de mon VIE chez PSA en Argentine. Mon VIE, je l'ai pas eu, j'ai trouvé l'opportunité. J'en ai pas parlé comme ça sur le coup, mais pour le coup, si on parle de ce film-là, c'est une bonne anecdote. Moi, quand j'avais fait à l'époque l'IEG, c'est pas avec mon diplôme de l'IEG que j'allais avoir un VIE chez PSA en Argentine, parce que c'était très très demandé. C'était plutôt des mecs de l'EDEC, de l'ESSEC, de l'HEC qui avaient ce genre de job-là. Moi, j'ai pris l'opportunité où j'ai réussi à choper. J'ai vu qu'il y avait une offre. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai trouvé la personne qui était responsable des RH là-bas sur place. J'ai réussi à l'appeler, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs sur place et je l'ai eu réussi à au téléphone et j'ai eu le VIE. Tu vois. En fait, c'est comme ça que ça marche en fait. Ça illustre en fait ce film-là. Voilà, c'est exactement ça. Et je l'ai eu et je l'ai fait. Tu vois. Pourtant, j'ai pas fait HEC. Écoute, c'est une super anecdote et super inspiration que tu nous donnes là. En tout cas, qui me va bien, moi, puisque je suis pour un mantra qui est celui de l'expérimentation, celui de la gagne. Hein, on gagne tout le temps. Bah oui. Voilà, soit on apprend, soit on gagne. Envie, en fait. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Yes. Thibaut, si jamais je te donnais un chèque en blanc, que tu avais des moyens financiers absolument illimités, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu ferais avec ça. Oh là là, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Parce que tu peux me répondre à titre perso, à titre pro, tu peux me répondre vraiment comme tu as envie. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'on est dans une c'est pas pour être super pessimiste, mais on est dans une phase dans le monde actuel, on est un peu sur le déclin, sur un peu la fin, en tout cas sur notre civilisation, quoi. Donc c'est un peu compliqué de venir savoir comment tu vas dépenser de l'argent aujourd'hui, quoi. Genre limite, à la limite, ce que je ferais, c'est peut-être moi je monterais peut-être une boîte dans le, je continuerais dans l'IA, ou plutôt investir dans des pour vraiment faire de la politique et changer les sujets qui sont débattus aujourd'hui, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qui sont plus problématiques demain, dont le remplacement de l'humain par l'IA, ce genre de choses. Donc c'est un truc extrêmement urgent. Moi je le sais parce que c'est mon métier. Et donc c'est à un tout petit niveau, je sais l'impact que ça va avoir demain, mais c'est pas demain, c'est tout de suite, quoi. Tu vois. C'est déjà là, c'est déjà donc, là. Je sais pas, je ferai c'est d'aider parce qu'en fait ça risque de créer des problèmes sociaux assez importants, des guerres civiles, énorme. Etc. Et ça on parle pas du tout. Donc c'est vrai que si j'avais vraiment beaucoup d'argent, j'essaierais d'influencer dans ce domaine-là pour qu'on anticipe ce genre de choses qui vont arriver.
parce qu'il faut vraiment l'anticiper socialement, avec des vraies décisions. Tu vois, pour nos enfants, dans l'éducation, on effectivement. a beaucoup de choses à changer dans l'éducation pour nos enfants, hein, parce que. Ouais, mais dans l'éducation, mais aussi dans les décisions politiques qui doivent arriver. Tu vois, parce que faut réfléchir, faut trouver des solutions. Faut quand même. C'est bien de fermer des yeux, mais il faut quand même anticiper ce genre de choses, et parce que là, pour l'instant, il y a aucune solution. Il y avait une difficulté qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure, c'est qu'on est sur un sujet qui n'est plus un sujet de vitesse, c'est un sujet d'exponentiel. Et exponentiel, c'est pas du tout comme la vitesse, c'est pire. Ça va beaucoup plus vite. C'est plus que la vitesse là. Moi, je discute avec certaines entreprises dites mortards, tu vois, un peu classiques, qui ont vécu la naissance du web et qui sont à tout ce qui restait en disant bah regardez, on a bien réussi une première fois à récupérer le retard. Et moi, je leur dis non mais là, vous n'allez pas pouvoir reproduire rattraper. Vous allez vous mettre tout à coup à rouler à 300 km/h, vous allez rattraper. Bah non, parce que là c'est 300 km/h tous les mètres. Vous aurez beau accélérer, c'est l'exponentiel, c'est plus la vitesse. Exactement. C'est complexe à anticiper. On le voit, c'est de pire en pire. Aujourd'hui, toi sûrement pas parce que t'es dans ce domaine-là, mais j'ai la chance de se baigner là-dedans, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, le 35 balais qui sont complètement largués, qui travaillent dans d'autres secteurs d'activité. D'autres secteurs. T'imagines, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va être pour nos enfants en fait? Ils vont. Donc c'est vrai qu'il faut anticiper. Je sais pas. Mais bon, ouais, je fermerai avec des barbelés. Tu te mets sur les îles. Pour anticiper. Tu vois, est-ce que les îles, tu vois, avec la montée des eaux, tout ça, les îles. Ouais, mais une île avec, non, mais une île, avec ça, mais c'est vrai que c'est des sujets quoi. pour le. Là régulièrement, je parle d'un livre qui m'a beaucoup bousculé, qui est une fiction, c'est une fiction, mais qui repose sur des éléments réels de l'IA d'aujourd'hui et des années passées. Et tu fais ouais, ok. Bon. On est sur le transhumanisme. Est-ce que l'enveloppe charnelle, bidule et tout de l'humain, c'est compliqué quoi. C'est un sujet très philosophique. Ouais. On a un peu largué, même nous, hein. Ouais, c'est clair. Bah, tu le disais tout à l'heure, hein, comme tu dis, se mettre sur les technologies, les digital natives, etc., ont un rapport à la technologie, etc., qui est complètement différent, qui sont comme une mesure. Hein, donc oui, c'est un vrai sujet. Bon, peut-être une personne à me recommander pour que je l'invite dans ce podcast ouais, une personne que je connais, mais en fait qui peut être intéressant en fait pour ton aussi entrepreneuriat. J'ai un copain qui est dans la restauration, qui se débrouille bien alors que tout le monde sait que roule autour de lui. Donc comment il fait? Quels sont les dans ce domaine-là, restauration, donc quelles sont les méthodologies, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche et pour que ça grande. On est un peu dans une phase un peu down de l'économie, il y a beaucoup de boîtes qui se cassent la gueule. Avoir une méthodologie, bon, ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui veulent entreprendre dans le domaine de la restauration, quoi. Puis de donc il s'appelle Adrien Massot, et donc il a fondé la marque Buns, donc c'est une chaîne de restauration burger assez quali. Et donc là, il est dans plusieurs villes en France, et il développe de plus en plus, quoi. Mais bon, intéressant que tu lui demandes comment il fait. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Et écoute, tu lui en touches un mot et puis tu me transmets ces infos et je vais le contacter. Puis ça va être un coup de projecteur intéressant, effectivement. Les sujets de la franchise, les sujets de la restauration, de l'entrepreneuriat à la dure. Les problématiques, les problématiques qu'ils ont aujourd'hui aussi, parce que c'est d'autres problématiques. Hein. Bah c'est les sujets de normes dans les immeubles, c'est l'hygiène. C'est des vrais sujets. Ouais, le sujet il y a pas beaucoup de ressources humaines aussi. Tu vois, donc comment ils s'adaptent, tu vois, ils prennent des outils digitaux, etc. Ils font ce qu'ils appellent du click and collect, là, un truc comme ça. Bref, ils s'adaptent pour garder de la rentabilité et pour subsister, quoi. Donc c'est intéressant. Nickel. Eh ben écoute,
Thibaut, on a passé un Allez. bon moment. En tout cas, moi, je suis Ouais, très pareil, heureux ouais, de c'était t'avoir super reçu. sympa. On a discuté comme ça de ton parcours et c'était vraiment très intéressant. On retient donc Oliver List, c'est le petit nom et la petite boîte qui monte sur tous ces sujets de la prospection, de la lead gen, de la génération de Ouais. lead, avec prise de rendez-vous, tout ça, avec de l'IA et avec un niveau d'efficacité a priori incontournable. Donc on va aller creuser ça. Merci encore de ce moment avec Merci à nous. toi. Et puis Merci à je te toi, il dis n'y a à pas très de bientôt. souci. Sache que tous ceux qui passent ici peuvent revenir quand ils veulent. Donc si tu veux nous raconter une actualité prochaine, eh bien n'hésite pas. Tu es le bienvenu à ce Bah micro. écoute, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour nous donner Merci la à toi Thibaut. possibilité À bientôt. d'échanger. Allez, bye. À bientôt sur les réseaux. Bye bye. Ciao ciao. Ciao. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.